Voici le dernier accident spatial causant des morts lors d'une phase propulsive. Enfin, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Challenger est dans toutes les têtes, une horreur absolue qui aurait pu être évitée si des négligences n'avaient pas eu lieu. 28 ans après, alors que le domaine spatial semblait rassuré sur la sécurité d'un décollage, voici qu'une entreprise voulant faire son business sur le tourisme spatial s'aperçoit de la dure réalité que sont les voyages spatiaux et remet une claque à tout le monde. Nous allons vous parler dans ce dernier épisode des drames spatiaux de l'accident de Spaceship Two de Virgin Galactic impliquant un mort et un blessé grave. Voici le VSS Enterprise du modèle Spaceship Two. C'est un avion fusée suborbital. Son but est d'atteindre l'espace et de revenir sur Terre comme un avion classique. Le Spaceship Two n'a cependant pas encore la capacité d'aller réellement dans l'espace, mais plutôt d'atteindre la très haute atmosphère. Son altitude maximale pour l'instant est de 89 km d'altitude. Pour atteindre cette altitude et faire profiter aux clients de la vue splendide de la planète bleue, le Spaceship Two est transporté par un avion porteur du nom de White Knight 2, l'emmenant à 15 000 mètres d'altitude avant d'être lâché par celui-ci. Lorsque le SS2 est largué, il allume un moteur à propulsion hybride qui permet au véhicule de prendre de la vitesse et de s'éloigner de son avion porteur. Plusieurs avantages existent concernant cette méthode de propulsion qui mélange ergot liquide et solide. En effet, l'ergot liquide a la particularité d'être arrêté à tout moment. Néanmoins, il possède un risque d'explosion faible mais présent. Cette propulsion est utilisée sur la majeure partie des fusées actuellement, comme sur les lanceurs Soyuz ou même encore Falcon 9. Tandis que l'ergot solide, lui, est moins cher, plus sûr, mais ne peut pas être arrêté quand on le souhaite. Il est utilisé sur le lanceur Vega ou encore sur les propulseurs d'appoint de l'Ariane 5. Ainsi, le mix des deux est parfait pour allier sécurité, coût faible et la possibilité d'interrompre la poussée à tout moment. Bon, l'avion fusée s'incline alors progressivement vers le ciel et se propulse direction l'espace. Lorsque le litergol, qui est le mélange de l'ergol solide et liquide, est totalement consommé et qu'aucune accélération ne se fait ressentir, les passagers du SS2 profitent de la magnifique vue de la Terre. Néanmoins, nous ne sommes pas sur un vol orbital. Ainsi, le vaisseau va redescendre naturellement vers la surface terrestre, attiré par la gravité. Ainsi, lors de la rentrée atmosphérique, les deux ailes pivotent à 65 degrés pour faire face au freinage atmosphérique. Les passagers du vaisseau subissent alors près de 6 G, soit 6 fois le poids de leur corps, et aux alentours des 12 km, les ailes se remettent en position normale pour permettre au SS2 de planer afin de revenir sur sa piste d'atterrissage. Voici la phase normale de vol. Mais en ce jour, du 31 octobre 2014, le vol ne se passera pas comme prévu et tout va partir en vrille en quelques secondes. Le vol du SS2 VSS Enterprise sera assuré par deux pilotes, Peter Siebold et Michael Halsbury. Peter étant le pilote principal et Michael son copilote. L'avion transporteur du SS2 emmène sans encombre l'avion fusée et ses deux pilotes à 15 km d'altitude afin d'effectuer le lâcher et le départ vers l'espace du SS2. Tout le monde est prêt. C'est parti, le VSS Enterprise est autonome. Il active rapidement son moteur à propulsion hybride, le moteur fonctionne normalement. Tout a l'air de bien commencer, et pourtant, le vol va s'arrêter brutalement. 11 secondes après l'allumage du moteur, la stupeur envahit les équipes de Virgin Galactic. Ça y est, nous y sommes. Un second accident est arrivé pour l'entreprise de Richard Branson. En effet, en 2007, Virgin Galactic a vécu son premier désastre en perdant 3 hommes après le test au niveau d'un réservoir de protoxyde d'azote, sous pression, qui a provoqué une violente explosion. Bref, en ce 31 octobre 2014, une pluie de débris tombe du ciel et s'étend sur près de 56 km. VSS Enterprise s'est littéralement disloqué. Un parachute est aperçu parmi les débris encore en vol. Il s'agit de Peter Siebold, le pilote. Il est encore en vie mais très grièvement blessé. Michael, lui, ne déplorera pas son parachute. Il y laissera la vie. L'enquête du NTSB, le Conseil national américain de la sécurité des transports, va établir plusieurs axes pour expliquer cette tragédie. Analysons un peu les images ensemble. Nous n'avons pas la vidéo de la désintégration, mais nous avons quand même quelques médias afin d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu un accident de cette ampleur. Nous pouvons ici voir l'allumage du moteur. Tout semble aller bien. Et puis juste ici, le corps central de l'avion semble partir en arrière.
le nez montant vers le ciel sans que les ailes ne suivent. Diverses hypothèses ont été formulées quelques heures après le vol, notamment que l'accident serait lié au nouveau moteur fusée, mais le moteur et les réservoirs du VSS Enterprise ont été retrouvés intacts sur le sol, écartant donc toute défaillance en provenance de celui-ci. Ainsi, ce n'est donc pas lié à un problème moteur, mais bien à un problème d'inclinaison des ailes. En effet, lors d'un vol classique, la différence lors de la même phase est notable, puisque les ailes ne pivotent pas à cette altitude, mais bien plus tard dans le vol, lorsque nous sortons des couches denses de l'atmosphère. Le NTSB ayant eu les images se pose la question de comment se fait-il que les volets et les ailes soient déverrouillées à cette altitude, alors que les forces aérodynamiques sont encore bien trop fortes puisque nous sommes encore dans la basse atmosphère, à Mach 0.8. La réponse se trouve dans le cockpit. Les images intérieures du cockpit, aujourd'hui gardées secrètes, révèlent que le copilote a actionné le système de déverrouillage des ailes 10 secondes après l'allumage du moteur. Ce qui est bien trop tôt puisqu'il faut atteindre au moins la vitesse de Mach 1.4 pour déverrouiller les ailes. Mais alors, pourquoi Michael Ashbury a déverrouillé les ailes aussi vite? Cet homme de 39 ans lors du crash avait cumulé tout au long de sa carrière de pilote près de 1800 heures de vol. Il faut savoir que ce vol du 31 octobre permettait d'inclure quelques nouveautés, comme une nouvelle combinaison. Seulement, celle-ci détient une particularité, elle fait ressentir plus de vibrations que les anciennes, ce qui peut faire augmenter le stress du copilote. De plus, le fait que ce dernier n'ait pas volé depuis presque un an a probablement précipité ses actions dans le stress. En effet, le nombre d'actions à faire au début de la manœuvre est plutôt élevé, augmentant, selon le NTSB, le risque humain d'oubli ou de mauvaise manipulation dans l'ordre auquel les tâches doivent être exécutées. Néanmoins, les erreurs ne proviennent pas que du côté de Virgin Galactic. Le NTSB reproche aux fabricants du vaisseau Scald Composite de ne pas avoir envisagé une erreur humaine lors de la conception. Mais pour Scald Composite, ils étaient partis du principe que les pilotes ne commettraient pas d'erreur. Du côté de la FAA, Federal Aviation Administration, elle n'aurait pas dû autoriser le vol car elle n'a pas fait suffisamment attention aux potentielles erreurs humaines. Mais alors cet accident a-t-il fragilisé le secteur du tourisme spatial? À ce jour, Virgin Galactic, en collaboration avec le NTSB, a mis en place un système qui empêche un verrouillage et déverrouillage des ailes lors des phases critiques de vol. Ce vol a permis à l'entreprise de Richard Branson et à toutes les entreprises du spatial de se remettre en tête les risques des vols habités et à la prudence qu'il faut avoir. À ce jour, cet accident n'a pas arrêté Virgin Galactic, puisque le 11 juillet a décollé le VSS Unity avec à son bord le milliardaire et fondateur d'entreprise Richard Branson. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Osmos Cosmo et la référence astronomique. Et moi je vous dis à très vite.